Alors, je vais donner la parole à tous ceux qui l'ont demandé, en commençant par David Assouline. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je commence d'abord par vous souhaiter un rétablissement encore plus grand. Je crois que j'étais quelques jours avec vous, quelques jours avant avec vous, sur une école du 20e arrondissement. En tous les cas, bon rétablissement. Sur cette loi, première remarque, il n'y a aucune raison réelle en termes d'agenda, qui justifie vraiment le fait que entre le moment où ça s'est arrêté à l'Assemblée nationale, la discussion de la loi, c'est-à-dire il y a un an, et la fin du quinquennat, on n'ait pas trouvé de quoi la faire passer au Sénat, puisque la discussion était quasiment finie à l'Assemblée nationale. Donc on peut m'expliquer tout, mais certainement il y a une raison. Ça ne veut pas dire que je soutenais l'ensemble des dispositions, mais il y avait une ambition que j'ai toujours partagée, qui était, à un moment donné, d'avoir une discussion globale sur le nouveau paysage audiovisuel et arrêter de mettre des pansements à la loi de 86, mais plutôt envisager dans sa globalité un environnement qui a été plus que révolutionné depuis, pour avoir une cohérence de ce paysage privé, public, etc. Donc ce débat était nécessaire pour la société, tout simplement, puisque les médias ont pris une place importante, et dans son rapport aussi aux plateformes, aux nouveaux usages, aux nouvelles technologies, tout cela, c'était bien d'avoir une discussion globale. On ne l'aura pas. Cette critique, elle vaut pour longtemps pour moi, ce n'est pas spécifique à ce gouvernement. À chaque fois, on a dit qu'un quinquennat commençait, il faudra une grande loi audiovisuelle pour, etc. Et à la fin, on avait une petite loi. Toujours. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je le présageais avant. Alors là, c'est une petite loi qui s'attaque à un problème que je soutiens absolument, puisque dès 2013, j'étais au centre d'une polémique parce que dans la loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public, j'avais envisagé de déposer un amendement au Sénat pour la fusion de la DOPI et du CSA, partant d'un constat qui s'est imposé finalement, qu'on ne peut pas considérer que quand les contenus audiovisuels circulent encore plus sur le net que sur nos télés classiques, le CSA, il va réguler que sur les télés. C'est pas possible. On a vu des aberrations du type faire une loi qui interdit la pub avant les émissions pour enfants sur le service public, et aucun, alors que c'est déjà pas mal régulé, le service public en termes de contenu, d'éthique, etc. Et puis rien sur YouTube où les jeunes sont et les enfants sont là toute la journée, beaucoup plus que sur les télés qui ont cette régulation. Et là, aucune régulation. Donc, je pense que c'était très important, à un moment, qu'il y ait quelque chose de global, de cohérent pour les contenus audiovisuels, et je soutiens cela. Avec, pas une condition, mais quelque chose qui devrait aller avec. C'est que s'il y a fusion, si le CSA, l'ARCOM, demain va devoir avoir cette gigantesque tâche de régulation de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux y compris, alors vous imaginez bien que pour que cette tâche puisse s'accomplir de façon crédible et efficace, il lui faut des moyens énormes. En tous les cas plus importants que ce qu'il a et que ce qui est prévu dans le budget. Donc on sera attentif, j'espère tous, au budget qui va venir, qu'avec cette nouvelle dimension, on ne soit pas dans un budget qui rend impossible sa tâche. Voilà pour cet aspect important. Deuxième aspect, j'étais pour la réduction du nombre de membres du CSA. Donc on est passé à 7, c'est une question d'efficacité, etc. Mais l'état d'esprit du CSA tel qu'il existait, tel que nous l'avons réformé, était pour que les instances qu'il nomme, notamment, soient indépendantes. Il fallait que lui-même soit indépendant. Et donc, il y avait une nomination par le président,
c'était le président, et puis les 2 chambres nommaient les 3 autres, chacune, ça faisait 6 sur 7 membres nommés par le Parlement dans sa diversité, et ça donnait cette garantie. D'ailleurs, on l'a vu, le CSA n'a jamais été contesté dans son pluralisme depuis. Or, là, on reste à 7, mais il y a 2 nominations par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Donc, le Parlement est affaibli. De fait, c'est une réalité qu'il a 2 de moins. J'aimerais qu'on réfléchisse, si il faut ces 2-là, et je le concède, qu'on ne baisse pas, en tous les cas, au moins qu'il y ait ce débat. Parce que l'époque est à l'affaiblissement du Parlement, dans tous les domaines, on n'arrête pas de le dire ici. Donc je ne vais pas cautionner le fait qu'on l'affaiblisse. Voilà. On va me dire, mais t'es un peu obtus. Non, il y a des signes politiques qui s'envoient. Si on déséquilibre à ce point la place du Parlement dans ces 7, il y a un vrai sujet politique, surtout dans le contexte actuel où nous sommes trop souvent contournés. Et vous avez évoqué d'ailleurs les contournements. C'est-à-dire qu'on ne vote pas la loi, grande loi envisagée, mais tout passe par ordonnance ou par décision unilatérale de l'exécutif. Je donne un exemple. On décide de redéfinir le périmètre de France Télévisions, de fait, puisqu'on supprime 2 chaînes, ça ne passe pas dans la loi. C'est une décision gouvernementale. Et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer. Alors qu'on est unanime. Tous ceux qui sont penchés sur cette question disent haut et fort, avec notre président de commission encore dernièrement, que France 4, il faut maintenir une chaîne jeunesse. Et puis les ordonnances, qui tardent. Nous, on a donné l'exemple il y a 1 an au Sénat, en faisant qu'on accepte, alors qu'on est contre les ordonnances, on a dit pour aller vite, pour aider le secteur, on va quand même accepter l'ordonnance. Elle est parue quand même qu'en décembre, et tarde à arriver l'autre. Mais en tous les cas, comme quoi les ordonnances, ça ne va pas plus vite que la loi très souvent. Donc voilà, je voulais conclure en vous disant que dans ce débat, des sujets annexes qui touchent à l'audiovisuel, effectivement peuvent être frappés d'anticonstitutionnalité, d'article 40, etc. On essaiera d'éviter. Mais on essaiera d'éviter ce piège, mais sans que ces débats ne soient pas dans l'hémicycle. Donc, moi, j'appelle ici à une grande ouverture sur la façon dont on va apprécier ce qui est recevable et pas recevable, parce qu'on ne peut pas interdire tous les débats dont on est frustré, mais que l'Assemblée a eu, par contre. Et la question du sport, je soutiens votre ligne, en général, sur le piratage, qui est de s'attaquer aux sites qui en font commerce, aux sites pirates. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas ces sites, il n'y aurait pas de consommateurs de ces sites qui se mettent eux-mêmes dans l'illégalité, certes. Mais je suis pas content, on va dire, qu'on ait mélangé le sport, le piratage concernant le sport, qui est un vrai sujet, qui mérite une loi peut-être, avec ce dont on discute. Pourquoi ? Parce que quand on pirate la culture, le cinéma, etc., alors que des millions de gens en vivent pauvrement pour créer, il y a quelque chose où on peut faire prendre conscience à la jeunesse, c'est pas possible. Il faut qu'ils comprennent qu'ils pillent quelqu'un qui veut en vivre. C'est le droit d'auteur, etc. Le sport, dans un système où on accepte que le sport le plus populaire, qui fédère le plus le peuple dans sa profondeur et des origines sociales les plus modestes, par exemple le foot, ne soit plus accessible gratuitement. En période de pandémie, on ne peut même pas aller au stade avec une place à quelques dizaines d'euros dans un virage. Eh bien, on est interdit de pouvoir assister à cela, ce qui fait communion, etc., parce qu'il faut payer. Et il faut payer plusieurs fois. Si tu veux voir l'Europe, si tu veux voir le championnat de France, etc. Donc, dans un système où tout jeune qui a envie de voir n'a que la possibilité du streaming, et il existe, y compris par des gens qui en profitent,
ne pas s'attaquer à ce système où des gens sont payés des millions, ils ne sont pas volés, les joueurs, hein. On peut dire qu'ils vivent bien par rapport aux artistes pillés. Mélanger les deux problèmes alors qu'on ne s'attaque pas à l'économie du sport et au fait qu'il faut rendre accessible le sport à la majorité de